Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de From Nantes to Tetris dans laquelle, là j'ai plus le choix en fait, je vais devoir souder mes prototypes. Le chapitre 5 en fait, c'est celui où on va assembler tous nos composants. Donc je peux faire la partie virtuelle, donc avec le simulateur et tout, et l'émulateur qui est fourni avec les fichiers de leçons. Sauf que moi j'ai aussi envie de le faire avec du vrai matériel et je n'ai plus assez de puces. Il me manque des multiplexeurs, donc je suis obligé de les commander. Je n'ai plus assez de cartes de prototypage. Là, j'ai commandé, ça arrive, mais uniquement pour les cartes de prototypage. Je me suis rendu compte qu'il me manquait des composants. Quand j'ai commencé à faire l'agencement de mes composants, par exemple, ça, c'est un début. Enfin, c'est un début. J'ai déjà bien avancé là-dessus, sur l'agencement pour créer mes registres mémoire 16 bits. Bah, là, je peux en faire deux, il m'en faut trois en fait. Et le troisième, il est sur breadboard actuellement et je veux tout mettre sur carte de prototypage. Et les breadboards comme ça ne me serviront qu'à faire les liaisons entre les différents composants qui seront soudés. Donc là, j'ai aussi un début d'additionneur, mais il m'en faut deux des trucs comme ça. Donc il me faut une autre carte de cette taille-là. Je peux étudier sur comment je peux mettre ça en plus compact, mais pour que ce soit relativement pratique à utiliser, j'ai pas trop le choix. À la rigueur, j'ai mon vieux prototype là de testeur automatique. Je peux récupérer la moitié de la carte, mais ça me servira juste à faire un troisième registre. J'en ai besoin de deux comme ça parce qu'il en faut un pour l'ALU et un pour le programme counter. Ensuite, il y a la logique de décodage pour relier la ROM, la puce qui va contenir les programmes au processeur. Enfin, ça commence à prendre de la place tout ça. Là, moi, mon idée, c'était faudra que je vois comment je câble tout ça de manière définitive. Là, c'est des prototypes pour aller avec des breadboards dans un premier temps, mais après, il va me falloir un processeur autonome, entre guillemets, quoi. Les multiplexeurs sont les composants qui me manquent. Moi, j'aime bien les puces Texas Instruments. Le seul problème, c'est que Farnell n'a plus de 74 HC257. Et ils en auront pas avant 41 semaines. Ah, il va falloir que je trouve quelque chose à faire pendant ce temps-là. Non, je vais en commander ailleurs. Je vais commander du 74 HC257 ailleurs. J'ai vu qu'il y en avait chez quelqu'un d'autre. Je vais en prendre. Alors, il m'en faut pour le programme Counter, mais il m'en faut aussi. Il va m'en falloir. Je vais en prendre une vingtaine. 20, 30, histoire de voir venir, parce que après, une fois que c'est soudé, tout ça, c'est soudé, quoi. Si je veux le récupérer, il faudra que je le dessoude. Ah, bah du coup, on va partir déjà sur... Donc je vais faire une vidéo dans laquelle je vais compiler toutes les fabrications des divers composants. Et là, cette vidéo, ça sera de la théorie, qui va se baser sur le bouquin. Vous, dans le PDF, si vous le téléchargez et que vous suivez les leçons avec les PDF, vous aurez 5 fois plus de contenu en fait. Parce que là, on passe de 20 à 100 pages dans le PDF. Et le PDF prend le temps de vous expliquer, de vous montrer beaucoup plus de choses que dans le livre. Donc le livre, c'est la version difficile. Et je m'en suis sorti. Donc c'est que c'est pas si difficile que ça. Je rappelle que j'ai même pas mon bac, moi. Enfin bon, comme quoi, un diplôme, ça dit pas que t'es intelligent ou que t'es compétent. Qu'on soit bien d'accord. Ça dit juste que t'as été à l'école et que t'as été un bon petit gars qui a retenu la leçon et qu'il fallait recracher ce qu'il fallait comme il fallait. C'est tout ce que ça fait, les diplômes. Et encore, ceux d'aujourd'hui sont pires que ça. On va passer. Je vais pas repasser sur ce que j'ai déjà expliqué dans le chapitre 4, parce que le chapitre 4 était en anticipation du chapitre 5. On nous parle du concept de programme stocké. Bon bah ça c'est un concept. On l'a vu dans le chapitre 4 en fait, parce que on voit bien qu'on a stocké notre programme dans quelque chose. Alors nous, c'était dans un fichier texte, mais notre fichier texte, on nous a bien dit que ça représentait une puce RAM, un disque dur, une disquette, peu importe, un conteneur. L'architecture de von Neumann, pareil, ça a été abordé déjà plusieurs fois dans le passé. La mémoire, donc là, ça parle un peu plus du rôle des mémoires dans l'architecture von Neumann. La différence entre la mémoire des données et la mémoire des instructions, donc la mémoire programme. La mémoire donnée, bah, c'est notre RAM. La mémoire des instructions, c'est notre ROM.
Parce que nous, on va travailler avec une ROM qui va stocker notre programme, qui sera reprogrammable, et la RAM qui est en fait de la mémoire volatile. Notre processeur, donc, qui est composé d'une ALU, de registre, d'une unité de contrôle qui, elle, sert à décoder tout simplement les instructions. Enfin, elle va chercher les instructions dans la mémoire programme et elle les décode pour pouvoir configurer les différents éléments du processeur. Donc l'ALU, on va le configurer d'une certaine manière pour que ça fasse le calcul qu'on veut. Ensuite, le résultat va être stocké dans un registre et ça va modifier ou non le programme counter, la mémoire ou non. Ensuite, on a les entrées-sorties, donc nous, ça va être typiquement un clavier et un écran. Ce qui va être très rigolo à faire sur l'ordinateur final, hein, ça va être drôle. Là, on rentre dans les spécifications, donc ce qu'on attend de notre processeur, des indices sur comment le faire, sur comment créer la partie décodage du processeur pour aller chercher les instructions. On nous parle des espaces d'adresse mémoire, le mappage de la mémoire. En fait, c'est les espaces des zones dans la mémoire qui vont être réservées à des utilisations particulières. Il me semble qu'il y a les 256 premières adresses qui sont réservées pour le fonctionnement du processeur, parce que le nôtre étant réduit à sa plus simple expression, vous avez vu dans le chapitre 4, c'est un bordel pas possible rien que pour faire une addition. Hein, on est obligé d'aller dans la mémoire, de stocker un résultat intermédiaire, et puis les processeurs actuels n'ont pas besoin d'aller dans la RAM, ils ont suffisamment de mémoire, donc de registres intégrés à eux dans leur fabrication, pour pas avoir besoin d'aller dans la RAM pour faire ce genre de saloperie. Et vous imaginez là, construire 256 registres comme ça? Non, moi non plus. Ça tombe bien. La mémoire des programmes. Et donc là, on commence à avoir de la théorie sur comment notre processeur il fonctionne. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre leur connerie de résultat égale T-1 du machin et du truc. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Ça fait sens, hein, une fois que vous voyez le truc qu'on vous l'a expliqué, mais j'y arrive pas, quoi. Non. Voilà, donc là, ça, c'est ce que je vous ai déjà mis dans la documentation précédente du chapitre 4. Donc, il y a plein de choses là-dedans, c'est un peu de l'ardite quand même, hein, une fois qu'on a fait le chapitre 4. Et il a fallu, pour que vous compreniez bien ce que je faisais dans le chapitre 4, que je vous prenne des éléments du chapitre 5. C'est pour ça que je disais que c'était un peu débile de faire le chapitre 4 sur la programmation assembleur avant d'avoir fabriqué le processeur. Parce que maintenant, hein, on a pris des mauvaises habitudes avec la programmation et ça va nous gêner pour la conception du processeur. Alors que si on avait fait la conception du processeur avant, ça aurait pas été un problème. Donc là, on voit une représentation visuelle de ce que je vous disais, hein. Et puis là, le schéma qui va nous aider à faire notre processeur. Et moi, je préfère largement ce schéma à ce qu'il y a dans le PDF, parce que ce schéma, déjà, il y a tout ce qu'il faut dessus. Et si vraiment on a besoin d'autre chose, c'est dans le petit paragraphe juste en dessous. Donc on a ici le bus qui va vers la mémoire la ROM pour aller chercher les instructions, c'est décodé et on voit que là on a une petite flèche qui va vers C et que partout là on a un truc C. En fait, c'est le C de configuration des composants. Hein, on va configurer le multiplexeur ici pour savoir si le registre A ici va recevoir la sortie de l'ALU ou si c'est le contenu de l'instruction. Bon, si vous vous souvenez du chapitre 4, et c'est le seul cas où en fait d'avoir fait le chapitre 4, ça permet de comprendre ce qui se passe, mais en fait on aurait pu faire... je maintiens qu'on aurait dû faire le chapitre 5 avant le chapitre 4. On sait qu'on différencie deux types d'instructions pour notre processeur, les instructions qui commencent par un 0 et les instructions qui commencent par un 1. Si ça commence par un 1, on sait que c'est une adresse, enfin c'est une instruction de travail, de compute. Donc elle va servir à configurer la LU et en fait on charge rien dans le registre A, sauf si dans l'instruction commençant par un 1, on nous dit que la destination du résultat de la LU va dans le registre A. D'accord. Si l'instruction est un 0, ça court-circuite tout ça et on charge directement dans le registre A. Vous voyez, le registre D, c'est soit il prend les données de la sortie ici, le registre D ne prend que la sortie de l'ALU. Ah bah oui, non, mais on peut stocker le contenu de la mémoire dans le registre D. Ah oui, c'est tout à fait vrai. Mais si on fait ça, on ne fait pas de calcul avec l'ALU.
Donc le registre D, c'est uniquement la sortie de l'ALU. Parce que vous vous souvenez, quand on a fait nos calculs, ce qu'on stockait quand on stockait M dans le D, on pouvait pas faire de calcul directement. Parce que sinon, ça altérait la valeur de la mémoire avant de la stocker dans le D. Donc on pouvait pas le faire. Et donc, il va falloir réfléchir comme ça pour trouver quelles sont les opérations logiques qu'on fait dans C et qui sont liées, et qui sont en fait notre composant de décodage de l'instruction. Il y a le programme counter qui peut paraître compliqué dans un premier temps. En fait, ça ne l'est pas. Parce que le programme counter, qu'est-ce qu'il fait? Soit il incrémente, soit il charge une adresse, soit il les reset. Et c'est tout. Et puis bien entendu, il crache le résultat de son truc vers la sortie programme counter. Bah du coup, va falloir prendre ces cas d'utilisation. Donc quand est-ce que le programme counter, on lui charge une adresse, quand est-ce qu'il incrémente, quand est-ce qu'il les reset, puis voilà. Sachant que nous, on a déjà un programme counter qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on a fait des essais à la main, et puis dans le Simulide aussi. Je vous fais juste le programme counter en exemple pour comprendre comment je fais. Donc, notre programme counter, il faut répondre aux questions quand est-ce qu'il incrémente, quand oula, charge-t-il une adresse et quand est-ce qu'il reset. Alors, reprenons un petit coup notre schéma. Et là, on a une question qui est répondue tout de suite. Quand est-ce qu'il reset? Quand le processeur, parce que notre gros cadre là, c'est en fait tout notre composant processeur, c'est quand le processeur reçoit le signal reset en fait. Donc ça c'est facile. Il y a même pas besoin de décode, hein. Quand c'est reset, pour les bits de contrôle sur le programme counter, enfin les bits de configuration, juste on met le reset à 1 et tout le reste à 0. Nous, dans nos essais, on a vu qu'à partir du moment où on avait le reset qui était actif, c'était tout le temps à 0. Mais on veut pas, on veut garantir, moi je veux garantir le fonctionnement. Donc je vais désactiver tout le reste et uniquement faire le reset. Ça, on va le garder. Donc on va leur donner des petits numéros. 1, 2, 3. Et puis on va répondre en bleu. Voilà. Non, le bleu, vous n'allez pas bien le voir. Donc on va répondre en rouge. Donc la 3, c'est quand le CPU reçoit un signal reset. Alors on va les faire. Quand est-ce qu'il incrémente par exemple? Bah tout le temps en fait. Si c'est pas le K2, si c'est pas le K3, il incrémente tout simplement. Quand pas de reset, pas d'adresse à charger. Et le 2, quand est-ce qu'il charge une adresse? Eh ben on va revenir un peu plus tôt dans les leçons. Si vous vous souvenez du chapitre 4, ce sont les instructions de saut qui disent au programme counter de charger une adresse. Vous vous souvenez, on va d'abord chercher une valeur dans le registre A, puis, donc là dans cet exemple, on charge 100 et on fait D.JEC. Donc si la valeur de D est égale à 0, on va à l'adresse 100. Quand est-ce qu'on charge une adresse? À chaque fois qu'il y a un saut. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de traduire ça en binaire, j'ai envie de dire. On a vu que le signal de reset, quand est-ce qu'on a un saut? Quand on a une instruction de saut. Donc il faut décoder d'abord une instruction, prendre la partie de l'instruction qui concerne le saut, donc les 3 premiers bits, si on se réfère à notre livre, les 3 bits ici. Seulement, on a une instruction de saut uniquement quand on a une instruction commençant par un 1, donc une instruction compute. Donc il faut et le 1 et une valeur ici qui soit égale à 1. Mais il faut aussi que l'ALU nous dise qu'il faut faire que le résultat est vrai pour l'instruction de saut. Il faut que je regarde comment il est fait l'ALU. Donc on a les flags ZR et NG qui sont là pour nous indiquer si le résultat est à 0
ou s'il est négatif, c'est-à-dire inférieur. Et avec ces deux-là, on va pouvoir vérifier nos conditions de saut. C'est pour ça que je vous disais que le programme counter, c'était le composant le plus compliqué, parce qu'on doit aller chercher, on doit vérifier l'instruction, mais en plus, il faut ici quelque chose. Il faut vérifier les sorties ici. Bon bah il reste plus qu'à faire ça, hein. Ok, donc là moi je vais aller chercher ma documentation. Donc 3, on va déjà faire le 3, hein. Quand est-ce qu'on a un saut? Donc si vous reprenez la documentation que je vous mets dans le... Vous retrouverez le lien de la documentation dans la description, puis vous verrez ce qui est intéressant quelque part dans un coin de l'écran. Reprenons l'exemple du livre, hein. On a l'instruction D, point virgule, JEQ. J-E-Q. Ok, donc ça, cette instruction-là, on va aller voir dans la LU. Déjà, ça commence par triple 1. Notre instruction, on va déjà l'écrire là. Donc notre instruction, je vais l'écrire en bleu. Ça commence par 1, 2, 3. D. Alors on regarde dans le tableau. C'est le quatrième bit ici, c'est un 0. Ensuite, les 3 bits, enfin les 6 bits suivants, c'est 0, 0, 1, 1, 0, 0. Et ensuite, la destination, il n'y a pas de destination en fait. On a juste D. Donc c'est pas en sortie de la LU. On crache juste en sortie de la LU. C'est pas stocké nulle part. Donc c'est les 3 zéros suivants. Donc, hop, voilà. Et les 3 derniers bits, c'est l'instruction jump JEQ. Donc c'est 0, 1, 0. 0, 1, 0. Donc on compte bien si on a bien nos 16 bits. 4, 8, 12, 16. Parfait. Maintenant, on va avoir notre décodage. Et nous, pour le programme counter, les seuls trucs qui nous intéressent, c'est ça et ça. Pour notre PC qu'on va mettre là, les seules parties qui nous intéressent, c'est ça, plus les résultats de l'ALU ici. On avait dit que c'était ZR et NG. Puis on a out ici. Mais il me semble qu'on n'a pas besoin de out. Puisque de toute façon, ici, c'est du 16. Normalement, on n'a pas besoin de ça, hein. Voyons voir ensuite notre programme counter. Qu'est-ce qu'il a comme bit de configuration? Que je l'ai oublié lui aussi. Donc on a inc, load et reset. Reset, je vais pas vous le faire, hein. Nous, là, ce qui nous intéresse, c'est load. Et donc, nous, on a dit, à partir du moment où on a une instruction de saut, on va charger une instruction de saut qui est vérifiée, d'accord? C'est pour ça que c'est un peu plus chiant que ce qu'on pense. Pour que lui, on le mette à 1 et qu'il charge ce qu'il y a dans le registre A, donc reset, puis on va mettre le registre A ici, load égale. Il va falloir tester les 8 combinaisons possibles. Égale. Donc là, c'est JEQ. JEQ, ça veut dire que le registre D est égal à 0. Si on se souvient du fonctionnement de l'ALU teste si toutes les sorties sont à 0 ici. Et du coup, ça nous sort le bit 0. Donc, si JEQ, load égale JEQ et ZR. C'est égal, on utilise load aussi. Prenons la JGT. Donc quand ici on a JGT, ce qui veut dire JGT c'est 001. Donc ici c'est 0, 1, 0. Là c'est 0, 0, 1. Comment on sait que la sortie ici est plus grande que 0? Bah, quand c'est pas 0 et quand c'est pas négatif. Donc c'est et non ZR et non NG. Ensuite, nous avons JGE. JGE. JGE, c'est 0, 1, 1. Donc, quand on a
Ça et ZR en fait. Non, c'est pas ça. Petite erreur. C'est non NG. Si on a 0 ou pas en fait, si on n'a pas 0 et qu'on n'a pas ça, c'est que c'est plus grand. Donc on retrouve ça. C'est égal aussi. Alors LOD, on va l'utiliser aussi quand on a JLT. JLT. Ça c'est strictement plus petit que 0. Et ça c'est 1, 0, 0. Donc ça c'est et non ZR et NG. Il faut que ce soit plus petit, strictement plus petit que 0. Ensuite, nous avons JNE. JNE qui est 1, 0, 1. Donc cette combinaison-là. Et JNE, c'est strictement négatif. C'est NG et NG. Et c'est tout. Ensuite, on a JLE qui est 1, 1, 0. Non, JNE, je me suis trompé. JNE, c'est not equal et pas négatif. Boulet. Donc c'est pas ENG, c'est not equal, donc c'est non ZR. Que ce soit différent de 0. Donc on a JLE, donc cette combinaison-là, et JLE, c'est plus petit ou égal que 0. Donc c'est et ZR ou NG. Et là, on a résolu notre problème. Maintenant, il n'y a plus qu'à écrire ça dans notre programme, et puis on a notre instruction load. Pour le inc, ah non, on a encore une autre instruction de saut, on a jump. Et cette dernière, c'est 1, 1, 1. Donc bah là, en fait, on s'en fout, c'est un saut inconditionnel, c'est on saute, point. Alors je vais maintenant vous montrer l'écriture directement, et en fait, on va faire ça pour tous les composants et tous les bits de configuration des composants. Alors l'ALU, il est particulièrement simple, hein. Il y a 6 bits de configuration. Voilà, on a ZX, NX, ZY, NY, F et NO. Bah, vous vous souvenez que ça c'est A, et ça c'est C, 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 C. Bah, c'est simple, hein. Le NO il est ici, le F il est là, le NY c'est celui-là, le NZ, le ZY c'est celui-là, ça c'est le NX, et ça c'est le ZX. Alors, c'est pas lisible, hein, mais voilà. Le A, c'est un bit de configuration pour le multiplexeur qui est ici. Ici, on a A et ici, on a M. Et c'est pour savoir si ici, c'est A. Et le A sert juste à régler entre A et M. Donc lui, il est basiquement directement raccordé ici. Donc maintenant, je vais vous montrer tout ça dans notre logiciel. Voilà, voilà, voilà. Donc là, vous voyez mon code pour la partie décodage pour le CPU. Hein. Comme vous le voyez, c'est bien le fichier CPU. Ce qui est marqué ici, il reste à faire, c'est au niveau de la documentation. Donc là, on fait là, c'est pour différencier ici tout ce que j'ai fait pour le programme counter. Donc ça, cette partie-là, c'est le inc, il me semble. Non, c'est pour plus tard. J'ai mis deux notes. Quand vous voyez ici non ZR, non NG, je les ai mis déjà tout de suite ici. Ils sont câblés. Alors ça, c'est le GEC. Première que j'ai faite. Donc c'est un et où je prends directement le bit ici avec le ZR et je sors GEC sur une sortie qui s'appelle GEC. Souvenez-vous, je vous ai dit que load, on va mettre la broche à 1 pour charger ce qu'il y a dans le A. Dans un des cas suivants. Donc je teste les 8 conditions. Et ensuite, j'ai un OR à 8 entrées qui va tester chacune
des instructions. Et du coup, une fois que c'est vérifié, je mets la sortie du OU vers le programme counter et je fais un et pour vérifier que on a bien le bit ici qui est à 1 parce que si jamais c'est un 0 et que ici on a une valeur, mon processeur il va faire n'importe quoi. Il va prendre une adresse, une instruction d'adressage et il va faire un saut en même temps. Ça va pas marcher. Là, j'utilise le PCLoad ici pour faire une négation que j'utilise plus tard. Il me semble que c'est pour le ink. Il me semble que c'est pour le ink. Voilà, not PCLoad qui va dans ink. Load qui est la broche PCLoad que j'ai créée ici, qui est le résultat out ici. La broche in, c'est le registre A. Mais ça, vous allez vous débrouiller. Le reset, c'est directement le signal reset qui rentre dans le processeur. Donc, on a vérifié que je me suis pas planté là. Hein, on peut refaire toutes les instructions. Donc le JLT, c'est non ZR et NG. Pourquoi je l'ai simplifié comme ça? Ok, je comprends pourquoi. Que normalement, il faudrait le faire. Parce que le plus petit, c'est... Il n'y a pas besoin du non ZR en fait. À partir du moment où on a NG, il n'y a pas besoin du non ZR. C'est pour ça que je l'ai simplifié comme ça. Pour économiser une porte en fait. Donc il y a moyen. Hein, là par exemple, pour faire le jump, je suis obligé d'utiliser deux end. Le JNE a deux end parce qu'il faut les deux instructions ici. Il faut les deux bits ici. Alors, il y a probablement moyen de combiner les jumps. Il me semble que je vois des trucs qui, par exemple JLE et JLT. C'est la même chose, c'est juste qu'on a un bit supplémentaire de... Non, ça marche pas. Si, il y a moyen d'économiser une porte à chaque fois. Ouais, je vais pas le faire. Parce que on commence à faire du vrai spaghetti là, qui tient bien. Peut-être que dans la conception finale de mon processeur, je ferai ces simplifications. Parce que moins il y a de portes, moins il y a de fils, mieux c'est. Donc il y a des simplifications possibles là-dedans. On pourrait le faire de manière mathématique avec ce qu'on appelle les tableaux de Carnot. J'ai pas envie pour le moment. On va rester sur ce concept-là, sur cette conception-là. Donc comme vous voyez, toute la partie des codes, c'est la partie là. Puis après, il n'y a plus qu'à... Ça va de là à là. Et une fois que la partie des codes est faite, j'ai plus qu'à raccorder aux divers composants. Alors le déregister, vous le trouvez pas parce que c'est pas un composant que nous on a créé, c'est un composant qui est fourni parce que le simulateur a besoin de ce composant qui est fourni pour qu'il puisse faire les simulations et faire les vérifications correctes. Parce que moi, j'ai utilisé le registre A et le registre D que nous, on avait créé. Hein. Ah bah ça marchait pas, les gars. Parce que la simulation, elle voyait pas ce qui se passait dans ces registres. Donc, mes résultats étaient bons et je comprenais pas pourquoi l'autre, il me disait non, ça marche pas. Ton processeur, il est pas bon. Donc, ce composant étant le plus compliqué, je vous ai fait là élu à la va-vite plus le multiplexeur ici. Le deuxième MUX, le MUX 2, pour choisir entre A et M vers la LU, vous voyez, hein, on a A, c'est A to MUX, donc c'est ça, donc c'est la sortie du registre A, out. On a deux sorties de A qui va vers le programme counter et de A qui va vers le MUX. B, on a in M qui est... Oui, c'est le signal directement de la mémoire qui retourne dans le processeur. Et select, c'est directement le 12e bit, le A que je vous ai marqué ici. Et ensuite, ça va directement vers... on a une sortie AM vers l'ALU, le multiplexeur AM, qui va dans Y. Le X, c'est pas le DAU, c'est le DALU. Pour ceux qui sont suffisamment jeunes pour l'avoir connu, le DAU, ben là c'est pareil. Hein, le truc il est bancal. Donc vous voyez que l'ALU, le ZX, NX, c'est directement câblé depuis le bus d'instruction en fait. Voilà, j'ai pas grand chose à expliquer. Il reste plus qu'à faire la simulation, voir si ça marche. Donc on reprend notre copain le simulateur de hardware. Alors on va dans le chapitre 5 et là on charge le CPU.
CPU.test, programme flow data, et puis on va au plus vite. Programme flow et data. Ouais, allez. Et puis en route, Simone. Et voilà, c'est fini avec succès. Et puis ça s'arrête là en fait pour le processeur. Le composant suivant, ça sera l'ordinateur dans lequel on aura un affichage d'écran. Là, ce qui me reste à faire, c'est le processeur sous Simulide. Ça va me prendre un peu de temps. Et puis reprendre les tests qui sont ici pour les refaire. Prendre mes nombres binaires là, les mettre dans une ROM et puis les faire charger par la simulation. Donc en fait, ça attendra que je sois arrivé à la simulation de l'ordinateur parce que en fait, si je mets de la ROM et de la RAM, enfin si je mets une ROM pour tester le CPU, il n'y a plus qu'à ajouter de la RAM quoi en fait. Et puis j'ai mon ordinateur basiquement parce que je peux pas mettre. Enfin si je pourrais mettre un affichage et un clavier, on s'en fout pour le moment. Donc je ferai le Simulide quand on arrivera à l'ordinateur. Parce que là ça sert un peu à rien. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et à une prochaine. Bye bye.